Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Pax Illuminaten qui sera publié par Ion Game Design prochainement. Dans cette vidéo, on va voir la dernière action qui est possible de faire dans votre tour, c'est-à-dire le Oust, et le Scheme, qui est une autre petite patente euh, assez, ben, pas complexe, là, mais en tout cas, qui, disons, ouvre les possibilités dans le jeu, là. Fait qu'on a vu que, bon, si une carte est face down puis vous voulez créer une nouvelle carte, ça c'est Scout. On a vu que s'il y a des spots disponibles sur une carte et vous voulez créer de votre influence dessus, c'est Influence. On a vu que si vous êtes en manque d'influence, vous pouvez faire Extort. On a vu aussi que si vous n'êtes pas satisfait euh, d'une carte en particulier, son emplacement, vous aimeriez mieux que ce soit un autre bonhomme qui soit à cette place-là, ben, c'est Expel. Puis on a vu aussi comment vous pouvez redistribuer et déplacer vos disques d'influence sur des cartes adjacentes avec Organize. Mais il arrive un temps, et là j'ai sorti un exemple de ma game en cours à 3 joueurs, là. Il arrive un temps où, par exemple, vous dites, bon ben là, lui, là, mettons, j'aimerais ça aller dessus, là, mais là, Chris, tout est plein, là. Autrement dit, j'aimerais ça botter le cul du joueur rouge de cette carte-là, là. Et ça, c'est la dernière action qui nous reste à voir, c'est le House, qui est un peu un challenge pour dire, là, tu sais, c'est comme si on demandait à monsieur Karl August von Hardenberg, là, bon ben là, c'est qui ton meilleur ami, là? C'est-tu moi ou c'est le joueur rouge? Décide, là. Fait que, tu sais, mais là, on est en train de dire, le joueur rouge, c'est un pourri, puis arrête de te tenir avec, là, c'est un rejet. Fait que, bref, euh, quand vous faites un house, vous ciblez, parce que on répète, je ne peux pas faire d'expel sur cette carte-là, parce qu'il y a de l'influence rivale. Alors, je ne peux pas faire d'expel sur cette carte-là. Fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas bien le choix, là. Je pourrais même le faire ici, le houst. Elle pourrait me faire chier cette influence rouge ici. Elle m'empêche d'avoir le contrôle de la carte. Fait que peut-être qu'elle me fait chier. Dès qu'il y a de l'influence rivale sur une carte, ça peut être une cible potentielle pour un houst. Vous devez avoir une carte adjacente avec de l'influence. Vous allez choisir une de ces cartes-là comme étant la carte source si on veut. Puis la carte de destination, vous ciblez un joueur en particulier, parce qu'ici, il pourrait y avoir un influence rouge et une influence blanche. Si c'est le cas, je dois cibler seulement un des deux. Puis il pourrait y avoir deux rouges, une blanche, si c'est une place avec 3 spots. Encore là, je cible une seule couleur. Ensuite, je vais payer le coût, c'est je vais payer un d'influence, une faveur en fait, de la carte source que j'ai choisie là, par influence que je cible. Fait que c'est pas parce qu'il y a deux d'influence ici que je suis obligé de botter les deux, je pourrais en botter juste une si je veux. Fait que ça va me coûter juste une faveur. Si je veux botter les deux, ça me coûte deux de faveur. Puis là, il faut que je choisisse une et une seule carte cible. Et les faveurs que je paye doivent être égales à la faveur, ça doit être des types de faveurs de la carte cible. Fait que si c'est elle, ma carte cible, il faut que je paye du jaune ou du blanc. Si c'est elle, je ne peux payer que du vert. Si c'est elle, je peux payer du bleu ou du mauve. Fait que mettons que je dis que c'est elle, puis mettons que j'avais un bleu, un mauve, puis je décide de botter les deux. Je commence par payer, ça c'est fait. Ça c'est le coût, ta, ta, ta. Ensuite, on va calculer notre force. C'est l'action qui est la plus complexe, là, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Là, on va calculer notre force. Fait que là, en commençant par moi, je vais compter là, combien j'ai de disques d'influence adjacents à cette carte-là. Incluant sur la carte même, je pourrais en avoir sur la carte même. Ce serait le cas si je décidais de faire un house ici. Puis sur toutes les cartes adjacentes. Alors présentement, j'ai un, 2, 3 de valeur de force. Et même affaire pour le défenseur. Alors lui, il y a un, 2. Les cartes adjacentes comptent aussi pour lui 3, 4, 5. Alors présentement, c'est 5-3 en faveur du défenseur. Suite à ce calcul-là de force initiale, si les deux forces sont égales, on dit qu'aucun des camps a l'avantage ou est en désavantage. S'il y a un camp qui a plus haute force, c'est notre cas ici, on va dire à ce moment-là que le joueur rouge a l'avantage, puis le joueur bleu est en désavantage, puis vice-versa. C'est pas parce que vous attaquez que vous êtes nécessairement en avantage, c'est vraiment le calcul de force qui va déterminer est-ce qu'un joueur est en avantage, est-ce qu'un joueur est en désavantage. Puis ensuite, chaque joueur va choisir une carte secrètement de sa main, va la mettre sur la table. Un, 2, 3, go, on révèle. On va commencer avec le scénario simple. Si les joueurs jouent une carte avec une valeur de force, là, vous voyez l'espèce de bouclier avec les deux épées croisées dans rouge à gauche, là, dans ce cas-là, la valeur de force de cette carte-là, c'est 3. Celle-là, c'est 5. Celle-là, c'est 2. La force varie entre 2 et 6. Si chaque joueur joue une carte avec une valeur de force, il ajoute ça à sa force. Puis l'attaquant doit être supérieur pour gagner. Le défenseur gagne les égalités. L'attaquant doit être supérieur pour gagner.
Mais il y a une twist. Ça serait pas le fun s'il n'y a pas de twist. Cette histoire d'avantage, désavantage-là, vous me voyez venir. Un joueur qui est en désavantage et qui joue un as gagne automatiquement. Et un joueur qui est en avantage, qui joue une couronne, gagne automatiquement. Et dans le cas pas si improbable comme celui-là, où c'est 3 contre 5, puis admettons, moi je décide de jouer un as, puis je suis sûr de ma shot, mais malheureusement, le joueur rouge joue une couronne, et là on révèle ça. Là, je dis, haha, j'ai joué un as, je suis en désavantage, je gagne. Il dit, non, non, j'ai joué une couronne, je suis en avantage, je gagne. C'est le seul cas où on peut faire des rondes de combat, si on veut, subséquentes. Alors là, ces deux cartes-là, on les tasse. Puis là, c'est l'attaquant qui décide. Est-ce que tu décides de continuer, là, de garder la pression sur le défenseur, oui ou non? Autrement dit, veux-tu faire une autre ronde de combat? Mais là, l'attaquant a peut-être plus d'as dans sa main, puis il la trouve peut-être moins drôle. Puis il trouve peut-être qu'il a déjà dépensé assez de ressources. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez 2 actions dans votre tour. Fait que Oust, c'est une action. Puis là, j'en ai mis plus, mais normalement, vous avez juste 4 cartes dans votre main. Fait que là, notre ami, le joueur bleu, là, vient de jouer une carte de sa main là, pour faire ça. Là. Fait qu'il veut-tu vraiment dépenser une autre carte de sa main sans être plus sûr de gagner? Je rappelle qu'il est en désavantage numérique, là, 5 contre 3. Là, peut-être que le joueur rouge a une autre couronne, ou peut-être que le joueur rouge a une carte de 6, puis ça va régler le cas. Là. Fait que la majorité du temps, ça va se finir après une ronde. Mais vraiment, dans le cas où le joueur en désavantage joue un as, puis le joueur qui est en avantage joue une couronne, là, ça peut se poursuivre. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. J'aurais pu rejouer un deuxième as, j'aurais pu rejouer une deuxième couronne. Là, ça revient à moi comme attaquant de dire, tu veux-tu continuer de mettre la pression? Euh, Puis voilà. Si personne n'a l'avantage, personne n'a le désavantage, à ce moment-là, les as puis les couronnes ne crissent rien. Ça va jouer à ce moment-là sur le total de force des cartes. Je rappelle que l'attaquant gagne s'il est supérieur. Si le défenseur gagne, il ne se passe rien. Autre que l'attaquant a dépensé une action, va dépenser une carte de sa main pour rien. On va voir dans la séquence de jeu, là, mais à la fin du tour de chaque joueur, tous les joueurs repigent des cartes jusqu'à leur limite de cartes. Fait que le défenseur, lui, il en a rien à colisser et d'économiser. Là. Vous pouvez être sûr qu'il va jouer sa meilleure carte pour vous contrer par rapport à ça. Tandis que vous, comme attaquant, quand c'est votre tour, ben, ces cartes-là sont précieuses en sacrament. On s'apprête à voir c'est quoi les autres affaires que vous pouvez faire avec ces cartes-là. Mais quand vous attaquez à quelqu'un, assurez-vous que les odds sont de votre bord parce que, comme je dis, là, le défenseur ne retiendra rien pour vous opposer. Si l'attaquant il gagne, bon ben bye bye le nombre d'influences qu'il avait dit qu'il visait. Le défenseur en prix de consolation pour chaque influence qui s'est fait kicker out peut prendre autant de faveurs, ben, une faveur par influence qui s'est fait kicker out de son choix. Ça n'a pas rapport avec la faveur du bonhomme ici. Là. Comme là, le rouge s'est fait kicker 2 faveurs, 2 d'influence, c'est-à-dire il peut venir se choisir 2 faveurs de son choix dans le pool. Puis, pour compenser, dans le fond, là, l'attaquant va pouvoir, entre guillemets, j'aime pas ça dire ça gratuitement, mais sans que ça lui coûte une action, une de ces 2 actions dans son tour, l'attaquant va pouvoir venir soit influencer, soit expeller cette carte-là, ou soit organiser en envoyant des disques d'influence sur cette carte-là. Autrement dit, c'est logique, vous venez de gagner le challenge, vous avez eu ce que vous vouliez, la carte est vidée. À cette heure, le bonus, il est là, le bonus, il est pendant votre tour-là, puis le jeu vous offre les 3 possibilités de faire quelque chose avec la carte, c'est-à-dire l'influencer, l'expeller ou organiser pour venir mettre des jetons dessus, là. De l'influence dessus, je devrais dire. Puis cette action bonus-là, vous n'avez pas moyen de la faire tout de suite, mais puis là, le jeu fournit des petits cubes, imaginez, si vous avez une mémoire très courte, là, je pourrais venir mettre un petit cube ici pour dire, OK, là, je me rappelle que j'ai droit à une action bonus sur Carl Auguste, machin chouette, là, mais vous devez la faire avant la fin de votre tour, sinon elle est perdue, cette action bonus-là. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser la carte vide, mais Chris, quand on investit de même pour faire un house, habituellement, on va y aller jusqu'au bout. Alright, maintenant, deuxième partie de ce vidéo-là, au travers de votre tour. Fait que là, on a vu les 6 actions possibles, Scout, Influence, Extort, Expel, Organize, puis Oust. C'est écrit là, dans Action Phase, en haut dans le milieu, là, vous pouvez faire 2 actions principales, puis vous pouvez faire des schemes, de comploter.
Puis là, c'est là où l'utilité principale de vos cartes en main euh, est importante, là. Fait qu'on rappelle que vous avez en général, vous commencez votre tour avec 4 cartes en main de manière générale. Alors, schemer, donc c'est ça 2 secondes, mettons que ça, c'est les 4 cartes que j'ai en main effectivement. Schemer, ça consiste à prendre une carte de votre main, à la crisser face-up sur le board, pas dans le tableau, là, mais de la crisser. D'habitude, on va mettre ça à côté de notre player board. Tu sais, je vais dire, mettons, je scheme avec cette carte-là. Euh, Puis là, c'est là que vous allez pouvoir utiliser la fameuse habileté qui est en bas de la carte. Et puis là, il y a toutes sortes d'habiletés là-dedans. Là, on va les voir, on va les couvrir, là. Euh, Puis il n'y a pas d'ordre dans le jeu. Vous pouvez schemer avec 2 cartes, faire une action, schemer avec une autre carte, faire une autre action, schemer avec votre dernière carte. Vous pouvez faire vos 4 schemes, schemer avec vos 4 cartes en partant, puis après ça, faire vos 2 actions. Vous pouvez mix and matcher vos actions puis le scheming comme vous voulez. En théorie, il n'y a pas de limite au scheming. Dans les faits, c'est le nombre de cartes que vous avez en main, mais des fois, certaines actions de scheming, entre autres, vous permettent de piger des cartes. Fait que, j'ai déjà vu un scheme s'étendre jusqu'à 5, 6 cartes. C'est pas impossible. Maintenant, il y a des restrictions. Fait que, admettons qu'effectivement, on checkera les habiletés tantôt, là, mais admettons que je scheme avec cette carte-là, parfait, il n'y a pas de problème. La première carte que je crisse pour un scheme, il n'y a jamais de restriction par rapport à ça. À partir de la deuxième carte que je veux crisser pour un scheme, il faut que euh, la faveur de cette carte-là match une des 2 faveurs de la carte précédente. Fait que là, j'ai joué un bonhomme qui est à la fois noble et qui fait partie d'une profession. Fait que là, je dois absolument, si je veux poursuivre le scheme, jouer un autre bonhomme qui est soit noble ou qui a une profession. Alors là, je suis chanceux, je pourrais jouer lui ici, puis j'aurais pas de problème. Mais là, vous voyez un petit peu le dilemme, là. Vous rapprochez, c'est. Fait que là, si je décide de jouer lui, c'est parfait. Puis là, lui, c'est un noble qui fait partie du clergé. Mais là, après, je peux plus jouer lui, là. Parce que là, c'est toujours la carte précédente qu'on regarde, noble ou clergé. Lui, c'est un artiste, puis il a une profession. Donc là, comme deuxième carte de scheme, dans ce cas-là, j'ai le choix de ces 2 gars-là. Puis peu importe lequel des 2 je choisis, l'autre ne pourra pas faire partie du scheme. Fait que là, c'est ici que votre cerveau va commencer à fondre. Dans ce jeu en apparence simple, là, j'ai commencé à jaser avec mes 2 buddies, là. On a découragé Tim, là, on a fait une game à 4, là, puis on a recommencé. Tim il a dit, moi je peux rien savoir de ce jeu-là, puis c'est correct, c'est pas pour tout le monde. Mais moi et les 2 autres, on était intrigués. Puis c'est drôle parce que sur Discord, on se dit, quand on poste un log, là, on dit, ça m'a pris 30 minutes. Tu sais, quand je disais que c'est pas jouable face à face, là, puis c'est pas moi qui est maniaque puis tout ça, là, mes 2 partenaires de jeu, là, Éloi, que je salue au passage, puis Kizito, qui est quelqu'un qu'on connaît pas, mais qui joue avec nous autres. Et les 2, ça nous prend, là, steady et égal, là, 15, 20, 30 minutes à faire nos tours. Parce que juste ça, là, je commence mon scheme par lequel. Puis là, j'ai un dilemme. Des fois, vous avez plus de dilemmes que ça encore. Je peux utiliser ces deux-là, ou juste lui tout seul, ou lui, puis après ça, je fais un scout. Mais d'un coup, que la carte que je pointe dans le scout, je peux continuer mon scheme avec, je pourrais mettre elle à la place. Ah si, c'est épouvantable les possibilités. J'ai trop de décisions, c'est comme passé, peut-être, là, je ne sais pas, là, mais c'est écœurant tout le decision space qu'on a avec ce jeu-là. Là. Des fois, je peux rester encore là, 10, 15 minutes juste à regarder mes crises de cartes puis à penser à 56 000 plans dans ma tête. Là. Fait que ça a l'air de rien, on se dit, ah, 4 cartes en main, c'est rien là, Marco, maintenant, là, je joue en une. Puis, puis on se parle encore là sur Discord, puis on dit, ben, c'est sûr qu'en face à face, là, je pourrais jouer en 5 minutes, je pourrais jouer n'importe comment, mais on voit la richesse, puis on voit le potentiel de ce jeu-là. Puis je suis toujours du même avis, là, c'est extrêmement sec, c'est extrêmement drabe, puis je m'en calisse, je serais même plus capable de vous nommer un des bonhommes qui est sur le plateau en ce moment, ou de quel sens est sa perruque, là, mais oui, mais c'est un très, mais comme Éloi le dit si bien, c'est un très beau puzzle. C'est un très beau puzzle, par exemple, ce jeu-là. À la limite, il faut quasiment le voir comme un jeu abstrait, là. C'est un jeu avec des couleurs et des affaires de même. C'est plate parce que j'aime beaucoup les jeux thématiques, puis on perd un peu dans le thème, mais mon brain est stimulé en sacrament quand je joue à ce jeu-là. Fait que je ferme la parenthèse, on va continuer pour le skimming, parce qu'évidemment, il y a 2 exceptions. Puis ça a encore trait à nos fameuses bébites spéciales, c'est-à-dire les as et les couronnes.
qu'on va dire, je remets lui dans ma main, là. Fait que c'est écrit sur l'as ici en bas, là, comme rappel, là, l'as ne peut que commencer un scheme. Vous pouvez jamais jouer un as comme deuxième carte ou plus d'un scheme. Si vous voulez jouer un as, vous devez commencer le scheme avec. Et son habileté est toujours classique. Quand vous le jouez, vous gagnez sa valeur de faveur, qui est dans ce cas-là 3 faveurs d'érudits ou de scholars. OK? Fait qu'un as vous donne toujours 3 faveurs de sa couleur, puis il sert toujours à commencer le scheme. L'autre particularité de l'as, c'est qu'après un as, vous pouvez jouer n'importe quoi, exceptionnellement. Après un as, vous pouvez jouer n'importe quoi. Alors lui, même s'il est jaune, j'ai aucun astito de bonhomme qui est jaune, je pourrais jouer n'importe lequel de ces 4 dudes-là après mon as. Mais après ça, là, je serais tenu à la règle qu'il faut qu'au moins une faveur match la carte précédente. Les couronnes, c'est très bien fait. C'est le phénomène inverse. Euh, de jouer une couronne termine automatiquement votre scheme. That's it. Aucune carte ne peut être jouée après une couronne dans un scheme. Fait que ça le dit, playing this card ends the scheme sequence. Et encore là, les couronnes, peu importe la couleur, ont toujours la même habilité. Puis c'est pas rien, là, ça vous permet de prendre une action de plus ce tour-là. Fait qu'une action de plus, quand vous en avez juste 2 dans votre tour, là, et ça peut être la différence entre la victoire et la défaite. Là. Et vous me voyez venir peut-être, mais la couronne peut être jouée après n'importe quelle carte. Vous pouvez jouer n'importe quoi après un as. Vous pouvez avoir joué n'importe quoi avant une couronne. Fait, fait que je pourrais jouer lui. Après ça, je pourrais jouer lui. C'est habituellement de même qu'on place les cartes quand on fait notre scheme. Là. Puis après ça, comme on disait, je pourrais décider de jouer lui ici. Puis je pourrais décider de terminer avec une couronne, même si sa couleur ne matche pas. Même si sa faveur ne marche pas avec ces deux affaires-là, à ce moment-là, je garderais cette carte-là dans ma main. En fait, je ne la garde pas nécessairement dans ma main. Si je fais un scout, peut-être que je vais piéger une carte, puis après ça, je vais décider de mettre celle-là à la place. Je pourrais faire un expel, puis remplacer une carte par cette carte-là. Il y a beaucoup plus de possibilités que ça en a de l'air au premier coup d'œil. Là. Puis là, quand vous commencez à checker toutes les hosties d'habiletés spéciales des cartes que vous avez en main, là, et crise de sacrement, puis les plots que vous avez aussi, qu'on va y revenir, là, euh, c'est riche, ça, y a pas de doute. Bon, je disais que quand vous jouez une carte dans un scheme, vous utilisez la petite habilité qui est listée en bas, mais, et ça ajoute au Decision Space ça aussi, euh, une fois par tour maximum, vous pouvez, une des cartes que vous crissez dans votre scheme, vous pouvez faire ce que le jeu appelle une faveur rapide. Vous pouvez, à la place d'utiliser l'habilité, vous pouvez venir collecter la valeur de faveur de la carte. Ça veut dire qu'en gros, là, si je décide de faire un Laos, après ça, bon, Laos, là, je ramasse 3 faveurs jaunes. Après ça, je joue lui, mettons, pour son habileté. Après ça, je décide de jouer lui, mais je trouve que son habileté est ordinaire ou j'ai besoin de faveurs vraiment de manière urgente. Mais je pourrais prendre une faveur d'artiste, une faveur de profession, puis une des deux de mon choix. Puis après ça, je pourrais toujours closer avec ma couronne si je veux. Fait que le Quick Favor, une fois par tour, vous gagnez la faveur d'une carte que vous avez jouée dans votre scheme. Il y a 3 types d'habilités qui sont disponibles. On ne les passera pas toutes, là, mais il y a 3 types d'habilités qui sont disponibles sur les cartes. D'abord, les habilités qui est très forte, c'est une action de bonus. Puis je pense que j'en ai une ici. Ouais, lui ici. Là. Fait que lui, si vous regardez son texte, c'est écrit là, bonus oust. Alors, tu fais un oust action, puis ta force initiale est traitée comme une de plus ou une de moins que ton rival. Alors là, il n'y a même pas de calcul de force qui est fait pour moi comme attaquant. Je joue cette carte-là, je calcule la force de mon rival. Mettons qu'il y a 4, je peux décider, OK, tu as 4, on va dire que j'ai 3 ou on va dire que j'ai 5. Évidemment, si j'ai une couronne ou si j'ai un as, je vais peut-être choisir d'être en désavantage ou d'être en avantage. Ou si j'ai ni un ni l'autre, mais j'ai une carte forte, mettons une carte de 6, puis je vais choisir d'avoir 5 à 4. Puis là, avec ma carte de 6, encore là, à moins qu'il y ait une couronne, je vais réussir à le clencher. Fait que, tu sais, ça, c'est des actions de plus qui se rajoutent par-dessus les 2 actions que vous avez dans le tour. Puis il y a des bonus influence, il y a des bonus scout, il y a des bonus toutes sortes d'affaires. L'autre type que vous allez voir souvent, spécial action, spécial action. Bon, je n'ai-tu un ici? Ah, lui, c'en est un, je pense. C'est les actions de buff. Alors, buff, ce que ça va faire, c'est que ça va dire, bon, ben, comme lui ça dit, là, quand tu vas scouter pendant ton tour,
tu peux immédiatement ramasser la valeur de la faveur de la carte que tu vas placer. Alors ça, généralement, on va jouer ça tôt dans le tour, au début de notre scheming, puis, tu sais, on va essayer de rentabiliser ça. Peut-être que si je joue ça, je vais essayer de scouter 2 fois si je suis capable, pour aller me ramasser de la faveur. Fait qu'un un buff, c'est quelque chose qui va venir, comme son nom l'indique, bonifier une action que vous allez, un type d'action que vous allez faire pendant le tour. Puis ça peut être combiné avec des bonus scouts que je pourrais avoir sur d'autres cartes, là. Puis l'autre, c'est les special actions qui, eux autres, sont pas mal uniques, là. Euh, Fait que si ça vous permet de ramasser n'importe quelle carte de faction, puis de l'utiliser ce tour-là, puis de la retourner à sa place à la fin du tour. Fait que c'est hot parce que je fais les vidéos un petit peu à mesure, là. À mesure que je découvre le jeu, là, je suis dans ma deuxième game, puis Chris, je peux vous dire, il va y avoir une troisième game, là. Je suis très intrigué, puis comme j'expliquais, le thème demeure aussi détaché, froid, distant, abstrait, mais un hostie de beau puzzle. Puis quand le tableau de cartes commence à être plein, là, puis que la game achève, là, puis qu'on commence à avoir des lodges, puis des affaires, puis on se dirige vers le final scoring, là, et Chris, c'est épouvantable, style les taux. Pardon, mais malheureusement, euh, je peux pas jouer à ça face à face. Je peux pas. Là, on a joué une game à 3 pour dire ça roule-tu bien à 3. Honnêtement, là, je m'ennuie de ça. Le tableau de cartes est un petit peu plus restreint, puis il y a certains plots, on va voir ça dans une prochaine vidéo, là, il y a certains plots qui sont tough en crise dans un layout à 2 puis 3 là. Fait que moi, ça me manque un petit peu. Là, fait que moi, tant qu'à jouer par email, moi, que Éloi prenne une demi-heure, je m'en calisse. Moi, ça n'a pas d'impact sur ma vie. Là. En personne, je commencerai peut-être à gratter sa table, là, puis à lui donner des coups de pied, là, mais en play by email, je m'en crisse. Là. Fait que si on est 4 puis tout le monde prend une demi-heure, j'en ai rien à foutre, moi. Fait que peut-être réessayer à 4 après cette game-là pour voir, mais je suis définitivement intrigué. Par déco, là, on va poursuivre, il reste d'autres règles, peut-être plus la séquence de jeu, remettre ça dans l'ordre, là, après avoir vu une coupe d'affaires, là. Mais bref, manquez pas la suite de cette playlist-là. Pax Illuminaten, à plus.